réduite, lorsqu'on a une fraction d'éjection égale ou inférieure à moins de 40%, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Dans ce cas, on a une fraction, on a des signes, on a des symptômes, on a un certain nombre d'anomalies cardiaques que l'on va retrouver en hémodynamique ou en échographie cardiaque, avec une fraction d'éjection qui est supérieure ou égale à 5%. Et puis, entre les deux, on a ce HF-MRF-là, insuffisance cardiaque, avec une fraction d'éjection qui est entre 41 et 49%. Et là se situe le premier changement dans ces recommandations. Alors, qu'est-ce que ces nouvelles recommandations nous disent concernant cette classe particulière? Si on regarde ce qu'on avait dans la classification 2016, ça existait, cette distinction en 3 classes, mais on individualisait cette classe dont je viens de vous parler comme une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection intermédiaire, mid-range, 41 à 49%, HF, MR, EF. On disait intermédiaire, on ne savait pas trop, il n'y avait pas de traitement spécifique, parce que dans la plupart des essais thérapeutiques, c'est des patients qui étaient exclus. Des essais chez les patients à fraction d'éjection franchement altérée, soit c'était franchement préservé, mais ceux-là n'étaient pas vraiment ciblés dans les essais cliniques. Et puis on ne savait pas trop à quoi s'attendre en termes de physiopathologie. Eh bien, les choses ont changé après les analyses de toutes les grosses études. Aujourd'hui, on a toujours 3 classes, je vous l'ai montré, avec toujours la classe d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection de 41 et 49%, qui ne s'appelle plus à fraction d'éjection intermédiaire, mais qui s'appelle à fraction d'éjection modérément altérée. Parce qu'aujourd'hui, on pense que cette classe d'insuffisance cardiaque ressemble plus à la fraction d'éjection altérée qu'à la fraction préservée. Donc aujourd'hui, on est capable chez ces patients-là de proposer des traitements de classes thérapeutiques parce qu'on pense que c'est vraiment un continuum physiopathologique, fraction d'éjection réduite et fraction d'éjection modérément altérée. Donc, premier changement de paradigme. Alors, si on tient compte de cette classification, qu'en est-il des changements concernant l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, donc inférieure ou égale à 40% de FEBG? Et les changements sont majeurs. Et vous savez que c'est ce type d'insuffisance cardiaque auquel nous avons le plus souvent à faire dans notre pratique. Et il y a vraiment des changements majeurs. Je vous présente le nouvel algorithme thérapeutique que je vais vous montrer un peu plus en détail maintenant. Et vous voyez que les choses sont relativement simplifiées. On nous dit aujourd'hui, en première ligne de traitement, 4 classes, 4 choses à faire. Inhibiteur d'enzyme de conversion ou ARNI, inhibiteur des récepteurs d'angiotensin adénosine, donc qui passe vraiment en première ligne au même niveau que les inhibiteurs d'enzyme de conversion. Deuxièmement, bêta-bloquant. Troisièmement, antagoniste des minéralocorticoïdes. Et quatrièmement, entrer une nouvelle classe thérapeutique en première ligne, systématiquement dans l'insuffisance cardiaque, c'est l'entrée des inhibiteurs de SGLT2, des glyphosines, dapaglifosine ou empaglifosine. Associé à ça, bien sûr, toute la classe des diurétiques. Tous ces médicaments sont classe 1, fortement recommandés, avec un fort de preuve. C'est ce qu'il faut mettre chez le patient insuffisant cardiaque. Et puis, si les choses n'évoluent pas comme on le souhaite, alors rajouter des médicaments de classe 2. Et ces médicaments de classe 2, on va le voir tout à l'heure. Donc, voici de façon ramassée ce qu'il y a de nouveau. 4 classes thérapeutiques en première ligne, c'est celles que je viens de citer. Pourquoi ces classes? Parce que ce sont les seuls qui ont démontré des bénéfices importants, certains, sur la mortalité des patients insuffisants cardiaques à fraction altérée. Et dans ce nouveau paradigme, on n'a pas de hiérarchisation. On ne commence pas par un, ensuite on va mettre le deuxième, le troisième, comme ce qu'on disait en 2016. C'est vrai qu'on ne les met pas forcément tous ensemble, mais il faut aller très vite pour éviter l'inertie thérapeutique. Mais quand on lit bien dans le texte, on va voir que les patients doivent recevoir, par exemple, une glyphosine en plus d'un traitement qui associe IEC bêta-bloquant et antagoniste des minéralocorticoïdes.
Donc, ça doit pouvoir dire que pour mettre d'abord une IEC bêta-glucan, un antagoniste des minéralocorticoïdes, IEC ou ARNI, et puis après, en fonction de la tolérance, on va rajouter un inhibiteur de SGLT. Et remarquez bien que les ARA2 n'apparaissent plus dans la première ligne du traitement. Ils ne sont plus en première ligne dans l'insuffisance cardiaque en façon d'injection réduite. Juste un mot sur cette nouvelle classe thérapeutique qui sont à la base des antidiabétiques, les inhibiteurs de SGLT2, les glyphosides. En fait, ils vont inhiber la réabsorption de glucose et de sodium au niveau du rein, entraîner une glycosurie, la triglycéride, et c'est par cet effet et beaucoup d'autres effets qu'on n'a pas encore complètement expliqués. Pas un effet diurétique, mais un effet également très intéressant sur le cœur avec tous les mécanismes que j'ai identifiés ici. Et là, sur la droite, améliorer les conditions de charge myocardique, améliorer le métabolisme des cardiomyocytes, réduire la nécrose, la fibrose cardiaque, et puis avoir un événement sur différents cytokines. Donc, je rappelle les différentes classes qui sont donc des recommandations de grade 1A. Vous voyez, inhibiteur d'enzyme de conversion, antagoniste des minéralocorticoïdes, glyphoside et salicylique valsartan, en remplacement des IEC dans les recommandations européennes si les IEC ne sont pas tolérés. Mais dans les recommandations américaines, on vous dit l'un ou l'autre, et même eux, ils préfèrent les ARNI que les IEC. Voici, je vais passer très rapidement là-dessus, en vérité, les différents médicaments dans les classes thérapeutiques qui sont recommandés dans l'insuffisance cardiaque. Vous remarquerez que, par exemple, concernant les IEC, pas tous les IEC, voici ceux qui ont fait l'objet de tests dans des grosses études, tous les autres, en fait, à parenté et en profite. Donc, IEC, voici, avec les doses de départ, les doses cibles, les ARNI, ceux qui moment c'est le salut, valsartan, les bêta-glucans avec les doses, les antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes, les inhibiteurs de SGLT2, et puis vous voyez ce qu'on appelle les autres agents, et c'est là que vous allez voir apparaître les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 aujourd'hui. Thyroxine, hydrazine, nitrate d'isosorbide, que vous verrez en réserve plus pour les sujets de race noire. Et puis bien sûr les diurétiques et encore donc, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine pour réduire en fait les hospitalisations et la mortalité cardiovasculaire. Attention, on ne dit pas qu'il ne faut jamais donner d'ARA2, mais on dit qu'en termes de preuves, les IEC, les ARA ont plus de preuves que les ARA2, donc il vaut mieux commencer par les autres, sauf en cas d'intolérance. Et puis, il y a un élément important dans ces nouvelles recommandations, c'est ce qu'ils appellent l'approche en fait phénotypique. En fonction du profil du patient, on vous dit tout de suite ce qu'il faut faire. Pour tous les patients, pour réduire la mortalité, IEC, voilà les 4 classes dont j'ai parlé tout à l'heure. Lorsqu'on veut réduire les hospitalisations et la mortalité pour un certain type de patients, tout ce qui est en vert, c'est les recommandations de grade 1. Par exemple, en cas de surcharge volémique, c'est les diurétiques. En cas de blanche gauche avec un QRS qui a plus de 150 pour 10 secondes, c'est dommage, je n'ai pas le compteur. C'est la resynchronisation. En cas de cardiopathie ischémique, c'est le défibrillateur. En cas de fibrillation atriale, l'anticoagulation. Et puis vous avez en jaune, c'est le recommandations de grade 2. Vous voyez par exemple qu'en cas de fibrillation atriale, c'est la place digitalique, l'isolation veineuse. Et puis en cas de sténose, par exemple, il faut faire un remplacement, il faut faire un TAVI. Pour les patients qui sont en insuffisance cardiaque très avancée, c'est la transplantation cardiaque grade 1, c'est en vert, et puis éventuellement le support mécanique, les devices en fait d'assistance ventriculaire, c'est jaune, donc c'est plutôt des classes 2. Et puis enfin, pour réduire les hospitalisations et améliorer la qualité de vie, c'est la place de la réadaptation cardiovasculaire et puis la prise en charge multidisciplinaire de ces patients. Excuse, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans cette présentation.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je récapitule. Dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, nouveau paradigme dans la hiérarchisation, 4 classes, et puis traitement, si vous voulez, phénotypique, on choisit en fonction du profil du patient. Maintenant, je vais aborder l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément altérée, qui, je vous l'ai dit, partage une certaine parenté physiopathologique avec l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Et c'est toutes les classes dont je viens de parler là qui sont recommandées, mais j'ai mis le petit astérisque là pour vous dire que les antagonistes des récepteurs de l'angiotensin 2, dans cette indication, dans ce phénotype-là, gardent leur place au même niveau que les IEC, que les glyphosides et que les ARN. Maintenant, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, y a-t-il des changements, y a-t-il des choses à apprendre? C'est un peu là à cause de la connexion Internet. Concernant l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, il faut savoir que c'est un vrai challenge diagnostique. Il y a eu de nombreux changements dans les concepts en fonction du temps. Et en vérité, c'est un peu difficile. Hein. Si vous faites de l'écho quelquefois, fraction d'éjection, on dit que c'est une fraction d'éjection qui est à 48% ou à 53%. Chez le même patient, à 5 moments différents de la journée, vous pouvez trouver une variation de ce type-là. Donc, le cut-off de 50% même pour dire fraction d'éjection préservée, c'est arbitraire. On n'est toujours pas capable vraiment de définir la fraction d'éjection normale. C'est vrai qu'on a donné des chiffres chez l'homme, chez la femme, d'autant plus que la FE, en fait, ça a une distribution normale dans la population générale. Mais dans tous les cas, lorsque chez ce type de patient, qui soit une insuffisance cardiaque, on a une fraction d'éjection à plus de 65-70%, il faut rechercher une amylose, il faut rechercher une CMH. Donc, ces patients-là, qui ont une fraction d'éjection à plus de 50% et qui ont des anomalies électrocardiographiques, que je rappelle rapidement ici, sans entrer dans les détails, c'est des patients qui ont des arguments pour une élévation des pressions de remplissage, c'est des patients qui ont une hypertrophie ventriculaire gauche échographique, qui ont une élévation de NT-proBNP, une élévation de pression pulmonaire, etc., etc. Et puis, on s'est dit que finalement, le diagnostic est encore un peu plus compliqué et c'est une nouveauté qui apparaît déjà dans les recommandations et je suis sûr qu'il va apparaître encore plus. C'est la notion d'insuffisance cardiaque avec normalisation de la fraction d'éjection. Donc, des patients qui vont être à moins de 40%, et puis en cours du traitement, ils vont passer à 50%. Donc, c'est le nouvel acronyme qui apparaît, HF, Recovered Ejection Fraction. C'est FE que je vais vous mettre à la fin. Donc, c'est quelque chose qui apparaît, c'est qui ces patients. Nous, on les connaît un peu. On a un peu ça dans les cas de myopathie du péripartum, par exemple. Donc, c'est des patients qui vont faire l'objet d'études particulières. Pourquoi est-ce que, du fait de la maladie, ils vont baisser leur fraction d'éjection, du fait du traitement, ils vont monter? Pourquoi il y en a qui vont récupérer totalement la fraction d'éjection, d'autres qui vont la récupérer partiellement, d'autres qui ne vont pas du tout récupérer? Voici encore un sujet d'étude. Dans tous les cas, chez ces insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée, c'est un vrai challenge thérapeutique et aucun traitement aujourd'hui n'a fait la preuve de façon convaincante en termes de réduction de morbidité et de mortalité. Il y a certaines améliorations qui sont trouvées avec certaines classes thérapeutiques chez certains patients particuliers, mais aucune recommandation formelle chez ces patients-là. Il faut simplement traiter les comorbidités. C'est souvent des patients qui ont beaucoup de comorbidités, hypertension artérielle, obésité, diabète, BPCO, etc. Juste un mot pour terminer sur l'insuffisance cardiaque avancée et l'insuffisance cardiaque aiguë, avec une définition très précise d'insuffisance cardiaque avancée. On pourra en parler si vous voulez dans les discussions. Il faut satisfaire à tout critère. Ces recommandations sont intéressantes dans l'insuffisance cardiaque avancée, dans l'insuffisance cardiaque aiguë, d'autant plus qu'ils nous produisent une checklist. Et ça, quand j'ai lu, je me suis dit, on ne travaille pas très bien. Une checklist de ce qu'il faut faire, les examens avec le temps de leur demande. Le CG, c'est à l'admission, pendant l'hospitalisation, à la sortie. La radio, c'est à l'admission, pendant l'hospitalisation. Je prends par exemple la troponine à l'admission. Pas besoin
hors cardiopathie ischémique, évidemment, de faire des dosages répétés de troponine. La créatinine, par exemple, vous avez, c'est la dernière ligne, les différents, il faut demander cet examen. Ce sont les recommandations. Et puis, dans les sciences cardiaques aiguës, vous avez toujours ce qui est classique, la décompensation, le pulmonaire, les sciences cardiaques droites isolées, le choc cardiogénique, avec différentes façons de les prendre en charge, différents devices qu'il faut mettre en place. Je vais passer là pour être rapidement à la fin et dire qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de tout ce que je viens de dire. Dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, gros changement, 4 places en première ligne, pas de hiérarchisation, il faut aller vite, éviter l'inertie thérapeutique, entrer en poste des AMI et l'addition des inhibiteurs SGLT2, et puis savoir identifier le phénotype du patient, faire un traitement qu'on pourra appeler traitement à la carte. On le faisait déjà, hein, mais c'est beaucoup mieux synthétisé dans ces recommandations. Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément altérée. Est-ce que c'est une nouvelle entité? Finalement, non. Je suis sûr qu'on va revenir à 2 places, moins de 50%, plus de 50%. C'est un profil superposable à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection rapide. C'est des traitements identiques, mais avec un moindre niveau de preuve. Et puis, façon d'éjection préservée, là, c'est le noir complet, beaucoup de supputation, beaucoup d'études physiopathologiques. On n'a pas de traitement encore efficace. C'est surtout la prise en charge des comorbidités. Voilà, j'ai été un peu long, je m'en excuse, ça fait juste 20 minutes. Et encore là, c'est la version ramassée des recommandations. Vous avez les cas particuliers de la fibrillation atriale, de la valvulopathie, du déficit en fer, etc., etc. Ça pourra faire l'objet, on a 2 ou 3 ans, 1 an peut-être après les prochaines recommandations pour meubler les méthodes cardiaques du groupe de suffisance cardiaque. Voilà, je vous remercie.